demande d'audience, comme lorsque j'ai eu la demande d'audience des sortissants de Bankas, après le drame qui leur est arrivé il y a quelques jours. Comme j'avais eu en son temps la demande d'audience des ressortissants de Diré, de Kenyeba et d'autres, je me suis dit que malgré les occupations gouvernementales qui nous conduisent à travailler très dur, tardivement, cela a prévu, il y a d'autres audiences, peut-être je vais terminer à 22h, 22h30, et c'est tous les jours comme ça. Il fallait forcément trouver un moment pour vous rencontrer. Parce que la situation de détresse que vivent les populations de notre pays, sur l'ensemble du territoire, de Menaka à Kaye, dans toutes les localités, les populations sont en détresse aujourd'hui. Soit parce que les groupes terroristes, une fois leur base, leur sanctuaire détruit, s'organisent par petits groupes aujourd'hui en train lâchement d'attaquer des villages, les obliger à se déplacer, ou s'organisent en dehors de notre territoire pour venir en masse, en l'absence des forces de sécurité, organiser des massacres en masse, comme ça s'est passé à Dialassagou il y a quelques jours. Ou lorsque ce n'est pas là, c'est les conséquences de l'insécurité depuis plus de 10 ans que les populations souffrent dans leur chair et leur âme, les privant des moyens d'existence. Quand les terroristes sont affaiblis, tout le monde sait, ce n'est pas l'armée qui s'attaque, c'est aux populations civiles. Chaque fois que vous voyez les attaques massives contre les populations civiles, c'est que l'armée les a déstabilisés, ce qui arrive aujourd'hui au Mali. Les principaux sanctuaires sont détruits. Donc aujourd'hui, c'est aux populations civiles qu'elles s'attaquent. Désorganiser la société, pour démoraliser les Maliens, pour que le discours sur la montée en puissance de l'armée soit vidé de tout son contenu mobilisateur et que les Maliens commencent à douter de l'armée et d'eux-mêmes. Le deuxième élément de leur stratégie, c'est la famine. Organiser, terroriser la population, organiser leur campagne de terreur de manière que les populations ne puissent pas se donner à des activités productrices, ne puissent pas cultiver. Ceux qui cultivent, on les assassine dans les champs. Ceux qui arrivent à avoir des cultures, on les brûle. Ceux qui les récoltent, on les brûle. Et faire en sorte qu'il y ait la famine dans le pays. La deuxième chose, c'est qu'il n'y ait pas d'activité économique, d'activité commerciale. Tout cela participe d'une stratégie, c'est de faire en sorte que l'État s'effondre. Et aujourd'hui, malheureusement, les terroristes ne sont pas les seuls qui font commerce des malheurs des Maliens. La montée en puissance de l'armée que les Maliens ressentent est niée par d'autres, parce qu'ils ne s'inscrivent pas dans leur agenda. C'est parce que nous disons depuis quelques semaines qu'il n'y a pas de tuerie massive chez nous, depuis quelques mois. Parce que pratiquement partout où ils s'organisaient avec les bases logistiques, les carburants, les motos, toutes ces bases ont été détruites aujourd'hui. Donc ils s'organisent par petits groupes pour attaquer les villageois, faire déplacer les gens, ou, comme je l'ai dit récemment, s'organisent à l'extérieur de notre territoire et viennent organiser des tueries massives. Face à cette situation, je crois qu'il y a 2 à 3 approches que nous devons avoir. La première des choses, il faut que nous résistions. Notre peuple n'a d'autre choix que de résister. La résistance doit être le maître mot de tous les Maliens aujourd'hui. Tous les peuples qui ont gagné les guerres ont perdu des batailles, souvent sur une longue durée. Mais ils ont résisté, se sont réorganisés
pour gagner la guerre. Et moi, je suis convaincu que les Maliens vont gagner la guerre contre les ennemis du Mali. Quel que soit le manteau dans lequel ils se couvrent, terroristes, amis, partenaires stratégiques, ceci et cela. La première arme à leur opposer, c'est la détermination des Maliens et leur foi dans leur pays. Le deuxième axe sur lequel nous devons travailler, on est là-dessus déjà, c'est que la colonne vertébrale de la nation, qui est l'armée, qui a été cassée, brisée, il faut la restaurer. L'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. C'est comme un organisme humain. Vous pouvez couper les mains, vous pouvez couper les oreilles, vous pouvez couper les pieds, mais quand vous brisez la colonne vertébrale, il n'y a pas d'homme. C'est cette colonne vertébrale qui a été brisée et c'est ce que nous travaillons à restaurer. La troisième chose, c'est la conscience nationale, que sans se mettre ensemble, nous ne pouvons pas réussir. En ayant une claire conscience que tout le monde ne sera jamais ensemble. Tous les pays qui ont été en guerre, ils ont vécu avec les traîtres. Il y a des pays qui nous donnent les leçons aujourd'hui, après la Seconde Guerre mondiale. C'est des milliers de traîtres qui jonchaient les rues, qui ont collaboré avec les nazis contre leur pays. Et donc, à l'intérieur de toutes les nations en guerre, il y a des gens qui ont un autre agenda. Mais la majorité des citoyens, si elles se mettent ensemble, elles s'organisent, elles ont foi en l'avenir, elles croient à la force de la nation, elles installent une armée digne de ce nom, elles l'équipent. Tôt ou tard, nous allons gagner cette bataille. Tous les Maliens que je rencontre aujourd'hui qui sont dans le désespoir, c'est le conseil que je leur donne. La première bataille aujourd'hui, c'est le moral, c'est la résistance morale. Vous allez regarder toutes ces nations que vous voyez là, qu'on nous montre en exemple, quand vous parcourez leur histoire. Vous allez trouver des périodes tragiques comme au Mali aujourd'hui. Des guerres civiles, des occupations, des humiliations, des risques de disparition de leur nation. Tous ces grands pays, je peux vous les prendre un à un et situer dans leur histoire la période pendant laquelle ils ont vécu comme ça. À un moment donné, des fils et des filles du pays se sont retrouvés. Ils ont su redonner confiance à leur pays. Et la confiance a contaminé l'ensemble des citoyens qui se sont remobilisés. Et c'est comme ça qu'ils ont levé les défis. Aujourd'hui, notre armée est sur l'ensemble du territoire. Il est extrêmement vaste. Extrêmement vaste. Nous avons besoin de 10 à 20 fois plus d'hommes pour occuper le territoire. Les moyens de l'État sont limités. Avec la situation que nous vivons, où depuis 2 ans, ce qu'on dit en Afrique, les États ne peuvent pas vivre sans aide budgétaire. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas un franc d'aide budgétaire. Beaucoup avaient prévu l'effondrement de l'État depuis longtemps. Quand le fameux embargo a été pris, vous avez écouté des audios où des grands spécialistes, des grands connaisseurs des questions des finances ont dit que ça ne durera pas plus de 2 semaines. Parce que nous avons eu foi à notre propre capacité d'organisation, nous avons anticipé que nous avons pris les devants. Et ça fait 6 mois que nous tenons. Personne n'avait prévu cela. C'est pendant cette période-là que nous avons équipé notre armée plus que les 30 dernières années réunies. Mais c'est insuffisant, vu l'étendue du territoire, vu les enjeux. C'est pendant cette période que ce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire d'un pays, il y a des pressions syndicales pour augmenter les salaires. On n'a vu aucun pays dans le monde qui augmente les salaires en période de guerre. Il les diminue au contraire. Donc, on fait face à beaucoup de défis. Plus les enjeux géostratégiques qui dépassent largement le champ de vision des citoyens. Parce que le véritable enjeu, c'est la restauration de la souveraineté du Mali.
de la capacité de décision de façon indépendante, sans chercher l'autorisation de quelqu'un, le parrainage de quelqu'un, son accord, à la limite, sans avoir besoin de demander l'avis de quelqu'un, sauf notre peuple. C'est ça le véritable enjeu. Quand on est dans une situation comme ça, il faut mettre les ordres de priorité. Et c'est pourquoi nous avons choisi la défense. Et c'est pour cela que ce que vous venez de dire doit être la priorité numéro 2 du gouvernement. En même temps qu'il y a les réformes politiques institutionnelles qui sont les affaires de politique, vous avez toute la cabale qu'il y a autour de cette histoire de loi électorale, ou quelque chose qui est sorti de 6 mois de discussion de toutes les forces vives, de toutes les communautés, qui a fait l'objet d'une réunion de 3 jours de toutes les forces vives du pays, toutes les forces vives, partis politiques, sociétés civiles, religieux, syndicats, féticheurs, tout le monde. Les résultats ont fait l'objet d'un atelier où il y a plus de 800 personnes. Les résultats de cet atelier ont été transmis au secrétariat général du gouvernement pour mettre la forme. Et rien n'y a été ajouté à la primature. Rien. Envoyé au CNT depuis le 3 décembre. Vous voyez le spectacle auquel les deux institutions de la transition se sont adonnées devant les Maliens. Et les ennemis du Mali ont fait la fête. Parce qu'ils s'attendent à une crise institutionnelle pour détourner l'attention des Maliens. Ceux qui se battent à Bamako dans ces choses, ce n'est pas eux qui souffrent, ce n'est pas eux qu'on massacre par milliers. Ce n'est pas eux qu'on terrorise comme vos parents dont vous venez de parler. Donc quand on fait face à ces genres de défis, il faut avoir une grande capacité de discernement pour ne pas confondre les priorités, pour ne pas confondre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. La majorité des Maliens cherchent à vivre aujourd'hui. Il y a une partie qui se bat pour des positionnements politiques. Ce n'est pas l'affaire des Maliens. C'est d'ailleurs pourquoi les Maliens ont demandé à l'unanimité dans les différentes réunions que tous ceux qui veulent occuper des responsabilités désormais, y compris ceux qui vont dans l'organe unique, dont vont dépendre la stabilité du pays, il faut qu'ils jurent sur leur croyance. Pour dire que devant Dieu, devant leur croyance, ils ne vont pas trahir la mission qu'on leur a confiée. Ça aussi, on l'a enlevé, on a dit que c'est le Premier ministre. L'histoire de dire que le Premier ministre voulait nommer des gens, c'est faux et archi-faux. Le texte qui est sorti des débats nationaux n'a changé aucune virgule là-dedans. Et rien n'a été ajouté à la primature. Quelle injure, quel genre de colibé, d'invective la ministre n'a pas subi dans les coulisses. C'est ta loi ou c'est celle du Premier ministre? Il y a des gens qui se sont opposés pendant 1 an. Toutes les invitations, ils ont refusé. Le président de la transition a appelé les gens 1 à 1. Il les a reçus chez lui. Il les a reçus en gros, ils disent niet. Ils sont revenus rentrer par la fenêtre pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. On a écrit ce qu'ils veulent. Le reste, c'est de l'enfumage. Mais nous ne sommes pas naïfs. Faisons d'avoir une claire conscience des enjeux aujourd'hui. Personne n'obtiendra une crise institutionnelle. En tout cas, ça ne viendra pas du Premier ministre. Parce que c'est ça qui est visé en fait. On n'avait pas besoin du spectacle qu'on a vu l'autre jour. On n'avait pas besoin. En première année de droit constitutionnel, on enseigne dans les écoles. Il y a 2 types de lois. Vous avez les projets de loi initiés par le gouvernement. C'est lui qui en est responsable. Vous avez les propositions de loi qui viennent de l'organe législatif. Un projet de loi issu d'un gouvernement, on n'a jamais vu qu'on l'a modifié de fond en comble.
et ne pas donner la possibilité au gouvernement de faire des remarques là-dessus. On n'a jamais vu ça. On ne peut pas envoyer, après un an de débat, on ne peut pas envoyer au gouvernement un projet de loi complètement défiguré, avec plus de 29 amendements, 80 et quelques pages, et dit d'amener le lendemain dans 24 heures les observations. Dans la procédure parlementaire, le gouvernement a le temps d'étudier, il examine, il dit ok, je lâche ça, j'accepte ça, on travaille en coulisses, après on vient. Le gouvernement a écrit pour demander. À la dernière minute, on lui a dit niet, il faut que vous veniez. Comme dans un procès. Et pour montrer l'orchestration, on amène la télévision. Vous n'avez jamais vu l'ORTM mobilisé pour un projet de loi? Personne n'a jamais vu. C'est les déclarations de politique générale, les interpellations, les questions d'actualité, les motions de censure. Combien de lois sont votées? On n'a jamais vu. On a mené l'ORTM, diffusé en direct, et humilié des ministres pour qu'ils démissionnent. Dans un système démocratique normal, le lendemain, le gouvernement devait partir. Mais nous savons ce qui est recherché. C'est la création d'une crise institutionnelle pour que l'embargo soit poursuivi. C'est ce qui est recherché. On n'est pas naïf. J'ai fait cette digression pour vous montrer que, quelles que soient les difficultés, quels que soient les sentiments d'humiliation qu'on subit, il faut avoir une grande capacité de discernement. Donc aujourd'hui, ce que vous avez dit, c'est des souffrances que tout le monde sent. Personne ne peut vous écouter et rester indifférent. Et donc ce que vous avez dit, je vais le recevoir. Pour l'histoire, je veux qu'il reste des traces. Il faut écrire demain même. Saisir le Premier ministre par cet écrit. Je vais envoyer faire une réunion des ministres là-dessus. Pour qu'ils fassent une proposition de suite à donner au gouvernement. Je ne dis pas qu'on va tout faire. Mais au moins, on va faire ce qu'il faut pour essuyer les larmes autant que faire se peut. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas les seuls. Vous avez les mêmes problèmes à Kenyeba. Je prends les mêmes problèmes à Bankas, à Koro, qui sont devenus l'épicentre du martyre que notre peuple subit. Des assassinats massifs, des empêchements de travailler, des brûlures dans des incendies des magasins, des tueries massives. Tout ça, c'est fait pour nous désorganiser. Et donc, notre nation doit faire preuve de cohérence et de détermination. J'ai toujours souvent donné l'exemple des pays qui ont résisté à la Deuxième Guerre mondiale. C'est des pays qui ont été mis sous embargo. Des gens ont vécu 2 ans. Ils mangeaient, ils n'avaient même pas à manger. Leur peuple a tenu. Et les dirigeants ont pu leur donner l'espoir. C'est à cette phase que notre pays est. Le Mali ne doit pas rater ce virage-là. Et pour cela, il faut qu'on ait le moral de faire. On perd des batailles, il faut qu'on gagne la guerre. Même ceux qui ont orchestré cette cabale-là contre le gouvernement, ils gagneront une bataille, mais ils perdront la guerre du changement. Parce que ceux qui ne veulent pas du changement, qui se sont organisés, qui ont misé sur la chute du régime pendant 1 an, qui ont refusé toutes les portes qui ont été ouvertes, qui sont venus rentrer par la fenêtre et tout défigurer, et chercher à humilier les membres du gouvernement. Vous n'avez jamais vu un parlement où on refuse la parole à un membre du gouvernement? On n'a jamais vu ça. Mais on sait ce qui se cachait derrière. Nous ne sommes pas naïfs. Nous avons une claire conscience du rôle que les Maliens attendent de nous aujourd'hui. Ce n'est pas de s'énerver et partir. Souvent, c'est une période de lâcheté d'ailleurs, devant les problèmes. Donc, ce que je vous demande, c'est d'être convaincus que ceux qui sont à la tête du Mali aujourd'hui, leur seul objectif,
c'est que l'histoire puisse retenir à la fin de cette transition. Que chaque Malien puisse dire, y compris vous allez pouvoir dire un jour à vos enfants. Un certain 23 juin 2022, en plus de tout ce que nous faisons, nous avons participé à une réunion, on a apporté notre contribution pour l'écriture de la nouvelle page de l'histoire de notre pays. Voilà ce que je voulais vous dire. Remercier encore de la franchise de tout ce que vous avez dit. Vous remercier de la solidarité dont vous faites preuve et le soutien au gouvernement. Aujourd'hui, plus que jamais, le gouvernement et l'armée ont besoin d'abord du soutien de la population, au service duquel ils sont. Nous voulons qu'à la fin de cette transition, chacun puisse dire, avec ce gouvernement, on a écrit ensemble unes des pages les plus glorieuses de l'histoire du Mali. Et je faisais partie. J'ai participé à des réunions, j'ai fait des motions, j'ai fait des débats. J'ai soutenu le gouvernement, j'ai soutenu l'armée quand ils avaient le moral en perte. C'est ça aussi votre rôle. Je voudrais donc vous remercier et dire que, vous savez, les grandes nations que vous voyez, c'est tous des États policiers. Les gens ne savent pas. Quand vous partez dans ces grands pays-là, vous croyez que vous êtes libre. Si vous êtes un avion, on vous suit de l'entrée de leur territoire jusqu'à leur sortie. Aucune armée n'a gagné contre ceux qui l'occupent, son pays, s'il n'a pas la collaboration de la population. Donc il est important que l'armée et la population travaillent en symbiose. Que les forces armées de sécurité, leur première source de motivation, d'information, de fierté, c'est le peuple. Sans le soutien et la collaboration du peuple, l'armée seule ne peut pas gagner la guerre, quelles que soient les armes que nous allons acheter. Voilà ce que je voulais vous dire. Vraiment vous remercier du soutien, vous dire que nous comptons sur vous. Nous ferons ce que nous pouvons dans la limite des moyens de l'État malien, dans la situation historique concrète que nous vivons, pour essuyer les larmes de tous les Maliens autant qu'on peut. Peut-être qu'on ne peut pas sécher toutes les larmes, mais on fera de notre mieux. Merci, Monsieur le Président.